Bonsoir à tous. Les 11 membres statutaires du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce 6 mars 2018 à Yaoundé, à la faveur du congrès convoqué par Kavaye Guédibril, par ailleurs président de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun. Une assise certes brève, mais historique et qui marque définitivement l'entrée en service de ces sages dans le cadre de cette livraison de votre émission d'entretien exclusif sur les antennes de la télévision du monde. Notre invité nous dira quel est le regard qu'il jette sur la mise en œuvre de cette disposition de la loi du Cameroun de 1996. Nous parlerons également des enjeux de la session parlementaire du mois de mars qui est en cours, mais également des sénatoriales convoquées pour le 25 mars prochain. Nous évoquerons également, autant que faire se peut, des actions observées depuis peu sur la scène politique en rapport avec des tractations et mouvements de quelques formations politiques à l'effet de soutenir une candidature d'un leader en quête justement du Saint Graal. On parle de la magistrature suprême puisqu'il est également à la tête d'une plateforme qui réunit plusieurs formations politiques et qui a choisi de soutenir l'un des candidats à l'élection présidentielle de cette année 2018. On dressera également son bilan, lui qui est édile dans une des communes de la région du littoral, mais nous parlerons également de son ralliement qui a suscité la colère de son ancien patron, du patron de la formation politique auquel il appartenait. Il s'agit du docteur Olivier Billet. Vous l'avez certainement deviné, ce soir, notre invité dans le cadre d'un fauteuil pour vous est Jacques Maboula-Bouya. Il est le maire de la commune de Yabassi, le président depuis le 15 janvier 2018 de la plateforme pour une nouvelle république. Monsieur le président, monsieur le maire, c'est comme vous voulez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à votre convenance. Je voudrais dire particulièrement bonjour à toutes ces femmes, mais aussi à tous ces jeunes qui attendent vivement que les politiques et la gouvernance soient meilleures, leur offrent un emploi, un travail source de dignité, source de fierté, source de patriotisme. À ce jour, de nombreux Camerounais vivent de la charité et de l'assistanat, et c'est dramatique parce qu'on ne peut pas faire de la force travail disponible et demandée par la communauté internationale une charge sociale pour notre nation. Quand vous avez autant de jeunes, autant de personnes qui finissent toute une vie sans avoir trouvé un emploi digne de ce nom, il est évident que l'élément de solidarité nationale ne peut pas jouer et par conséquent, la nation plie sous le poids de la charge sociale que sont ces populations qui ne demandent qu'à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur le maire, vous êtes déjà dans le vif de l'échange. J'allais justement vous poser cette question rituelle. C'est généralement à l'entame de cette émission. Y a-t-il des questions sur lesquelles vous souhaitez une sorte d'omerta? Non, je suis ouvert. Parlons des questions d'actualité avant d'en arriver justement à cette fameuse plateforme-là. La grande actualité ce jour, c'est naturellement la prestation de serment des 11 membres du Conseil constitutionnel. Quelle est la lecture que vous faites de l'entrée en service de ces sages? Malgré l'entrée en vigueur tardive, 22 ans après, de ce Conseil constitutionnel, nous saluons l'avènement de ce constitutionnel, même si ça s'est fait en violation flagrante de l'article 7 de la loi 2004/04 du 21 avril 2004. Qui stipule quoi? Qui stipule que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés 3, dont le président, par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, après avis du bureau, 3 par le président du Sénat, après avis du bureau également, et 2 par les membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui n'a pas été fait. Sauf si ça s'est fait en catimini, ce qui est contraire à la transparence. Sauf qu'au Parlement, pour vous relancer justement sur cette actualité-là, sauf qu'au Parlement, on reconnaît avoir été consulté, notamment pour ce qui est du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, qui ont fait des propositions sur les 3 personnes qui devaient siéger au Conseil constitutionnel. Je le leur concède, puisque c'est dans leur habitude. Mais ce qu'il faut noter également, c'est qu'un conseil constitutionnel se veut être neutre et impartial. Au clivage
partisan et clanique que nous constatons dans ce Conseil constitutionnel, nous pouvons dire que ce Conseil constitutionnel n'est pas de nature à augurer un Cameroun stable. Je veux dire stable institutionnellement, parce qu'il est essentiellement partisan. Et sur cette base, ce Conseil ne peut pas garantir le vivre ensemble au regard des enjeux de demain. Pourquoi pensez-vous que ce Conseil est partisan? Il est partisan parce que nous partons sur des bases statistiques. Sur les 11 membres du Conseil, vous avez pratiquement 9 qui sont des pontes du système. D'accord? Et quand vous avez autant de personnes qui représentent un parti au pouvoir et qui, par le passé, ont servi les intérêts du parti au pouvoir, nous pouvons dire que nous sommes ici dans un conseil... N'est-ce pas là le principe de la loi de la majorité? Ce n'est pas de la majorité qu'il s'agit. C'est de la survie de la nation dont on parle. La survie de la nation est au-dessus des clivages partisans. Et quand on dit cela, on se veut être un patriarche, un président, rassembleur, fédérateur, qui ne pense pas à sa survie politique, qui ne pense pas à la pérennité de son règne, qui pense à la survie de toutes les institutions de la nation. À ce titre, il lui fallut prendre des hommes de la société civile, des hommes de confession religieuse, etc., etc., pour nous permettre d'avoir, comme le dit le texte, un minimum d'intégrité morale. Donc vous mettez en doute la probité des 11 sages. Je peux vous assurer que dès que nous partons sur les bases qui ont engendré l'enfer socio-économique dans lequel nous plongeons, ces critères, c'était essentiellement des bases partisanes et claniques. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à quoi? À une république où le vivre ensemble est fortement remis en question, voire menacé par la sécession. Et on reproduit les mêmes schèmes, on va revenir au même résultat. Je suis pour un Cameroun institutionnellement stable. C'est pour ça que nous appelons à la nouvelle République. Vous avez salué, dès l'entame de cette question, justement la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel. Je vous ai dit, nous saluons son arrivée, mais nous déplorons la violation flagrante de la loi et l'absence de neutralité dans ce Conseil. C'est de nature à augurer des lendemains tumultueux. Et quand un pays est institutionnellement instable, ça veut dire qu'à la première turbulence, on peut facilement voler en éclats. Parce que si on y met de la passion, on peut aller dans tous les sens. Alors, est-ce qu'à travers la mise sur pied justement de ce Conseil constitutionnel, vous n'avez pas, vous, le sentiment effectivement qu'on résout un problème, surtout en cette période qui est une période électorale au Cameroun? On ne résout aucun problème, on multiplie les problèmes. Parce qu'il y a de la frustration qui en résulte. Et quand on a de la frustration, ça peut se transformer en passion, en colère vive, voire violente. Et pour moi, je pense qu'il fallait intégrer toutes les composantes sociopolitiques. Nous prenons à la plateforme pour la République le retrait pur et simple de ce décret présidentiel, parce qu'il est en violation totale des clivages sociopolitiques existants. Sauf qu'en face, effectivement, on continue à penser que ce décret du chef de l'État est en phase avec la Constitution de 1996. Je parlais de ce Conseil constitutionnel qui est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois et naturellement promulguer les résultats des consultations électorales et référendaires au Cameroun. N'est-ce pas là une avancée? N'est-ce pas là l'une des revendications portées par une certaine opposition? Je vous dis encore, ce Conseil, à sa configuration, c'est un conseil de pérennité de règne. Et il ne présage pas un avenir serein entre les forces sociopolitiques. Monsieur, mais partant du principe que la majorité, c'est la loi, la démocratie, c'est la loi de la majorité, ou la dictature de la majorité, comme certains ont tendance à le dire, est-ce que cela, justement, le fait d'avoir la majorité dans les deux chambres, ne donnait justement pas le libre arbitre au président de la République de pouvoir choisir les hommes qui allaient présider aux destinées de cette institution? Nous le lui concédons, mais je pense qu'on devient président de la République, on n'est plus président d'un parti politique. On est président de toute la nation. La société civile, ça fait partie de la République. Et je crois qu'il aurait pu s'inspirer également de la société civile. Vous êtes sûr qu'il n'a pas consulté la société civile? Déjà qu'on a Quand vous regardez le profil des personnalités qui siègent à ce Conseil constitutionnel, vous n'avez pas le sentiment que c'est des personnes à la compétence et à la probité avérée? C'est clair et évident pour le citoyen lambda. C'est un conseil partisan et clanique. Il ne faut pas chercher à réfléchir de midi à 14 heures. Ça vise la pérennité d'un règne. Et pour moi, c'est un conseil qui vise... Vous ne faites pas preuve de mauvaise foi, monsieur le maire. Pourquoi? Vous avez réclamé le Conseil constitutionnel, on vous l'a offert. Écoutez, je crois qu'il y a suffisamment de Camerounais disposés et disponibles pour incarner l'intégrité morale. Et quand on a en face de nous
des hommes issus essentiellement d'un parti politique, affidés au système en place, je pense qu'on se remet en question. On se remet en question pourquoi? Parce que ces hommes, par le passé, ont défendu l'indéfendable. Et on ne pourrait pas envisager l'avenir sereinement avec de telles personnes. Il est clair que pour tous les Camerounais, c'est salutaire d'avoir un conseil constitutionnel, mais s'il ne garantit pas la neutralité, alors il y a problème. Pour nous, il a fallu appeler des gens de la société civile également, du clergé, etc., pour pouvoir remettre un peu d'intégrité morale dans cette affaire-là. Vous avez lu la Constitution de 96, monsieur le maire? Bien entendu. Relative à la mise sur pied du Conseil constitutionnel. Je vous en ai parlé en entrée d'émission. Pourquoi pensez-vous qu'on devait consulter le clergé? Parce que nous sommes en pleine transition, et dans les transitions politiques, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit des forces du mal savamment organisées reprennent l'appareil de l'État et créent un enfer pour tout le monde, soit des forces du bien s'organisent pour faire en sorte qu'on en sorte vainqueur de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, le président de la République devrait sortir de ça, de sa tenue partisane pour incarner la République d'abord et la survie des institutions. Parce que vous avez l'impression qu'il n'incarne pas la République lorsqu'il prend une décision qui est en conformité avec la Constitution, lorsqu'il consulte à la fois le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il en est le président du Conseil constitutionnel. Statistiquement, c'est essentiellement des hommes du RDPC. Mais n'est-ce pas là la démocratie dans le fond? Est-ce que c'est une question de partisanisme ou alors c'est une question justement de compétence? Écoutez, monsieur, c'est une affaire d'arbitrage. Arbitrage veut dire neutralité. Quand on arbitre, on est neutre. Est-ce que quand on est neutre, monsieur le maire, vous allez développer, est-ce que la neutralité vous dédouane de votre devoir citoyen? Est-ce que parce qu'on veut être neutre, on ne doit pas appartenir à une formation politique? Non, on s'assure qu'il y ait des contre-pouvoirs, des équilibres. Quand on veut arbitrer, on met des équilibres. Et je pense qu'on aurait pu mettre des formations politiques différentes dans ce conseil. Intégrer des hommes de la société civile. Des formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale? Bien sûr. Il y a le SDF. De quoi? Il y a d'autres partis. Ok? On aurait pu appeler certaines personnes de ces formations politiques. On aurait pu appeler également des hommes, je vous l'ai dit, des ordres confessionnels pour garantir une certaine moralité. Il y a les musulmans qui pourraient avoir un imam dans ce conseil également. Il y a les chrétiens qui pourraient être représentés. En réalité, vous voulez qu'on réforme une loi? Non, c'est pas ça. Quand on vous écoute dans la composition que vous préconisez. Le Conseil constitutionnel a pour mission de garantir la neutralité, l'intégrité morale. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un homme qui est déjà partisan par son engagement est neutre. La seule façon de renverser cette appartenance politicienne, c'est de mettre des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que des personnes issues d'autres formations politiques ou de la société civile. Mais vous êtes d'accord avec moi que cela passe forcément par une réforme de cette loi? Parce que telle que la loi est libellée aujourd'hui, le président en nomme 3, vous l'aviez dit, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3, celui du Sénat en nomme 3, et tout naturellement, le Conseil supérieur de la magistrature en nomme 3. C'est la Constitution, c'est la loi, on l'applique. Constitutionnellement, j'espère qu'ils ont fait cela. Mais de façon patriotique, ils n'auraient pas dû le faire. Parce que c'est des hommes appartenant au même bord politique. On est ici dans une version... Vous demandez au chef de l'État de violer la loi. Ce n'est pas de violer la loi, mais d'inspirer ses collaborateurs à mettre des bases institutionnelles crédibles, stables, et qui mettent la neutralité comme pilier central de ce Conseil. Et si ce Conseil n'a pas pour pilier central l'impartialité et la neutralité, alors on va remettre les hommes sur les appartenances, les clivages, les passions, parfois des dérives et des colères, et ça peut nous amener vers des situations préjudiciables pour l'équilibre de la nation. Monsieur le maire, vous êtes un prophète de l'Apocalypse? Non, pas du tout. Je ne me serais pas engagé à politique pour ça. Très bien. Je rappelle simplement que le Conseil constitutionnel, qui entre définitivement dans la phase opérationnelle, pour ce qui est de ses missions, sera jugé au pied du mur, notamment d'ici le 25 mars prochain, à la faveur sans doute de la promulgation annoncée des résultats de la consultation électorale, notamment les sénatoriales, qui sont annoncées pour ce 25 mars 2018. Sortons de ce sujet un rapport justement
justement avec le Conseil constitutionnel pour parler d'un autre sujet d'actualité. Vous le savez, ce congrès s'est tenu dans un contexte politique particulier puisque les sénateurs et les députés effectuaient leur rentrée parlementaire pour le mois de mars. Comment vous avez accueilli la réélection au perchoir de Kavaïgué Djibril et Niane Difendi? Écoutez, nous sommes dans un contexte où rien n'a changé. C'est tout à fait normal que les mêmes hommes reviennent. C'est le système qui se pérennise, je vous l'ai dit. À l'avènement des échéances électorales, vous avez quand même les élections municipales et législatives qui arrivent en septembre et puis vous avez les présidentielles qui arrivent en octobre. Aurait-il fallu absolument changer quoi que ce soit dans la configuration des deux bureaux, des deux chambres, vu effectivement que les sénatoriales sont annoncées pour ce 25? Dans quel but, puisque les rapports de force au sein de l'Assemblée sont les mêmes? Vous avez une écrasante majorité du RDPC et une frange de l'opposition. Qui est peut-être le témoignage du fait que l'opposition aujourd'hui a du mal à trouver ses repères. Écoutez, l'opposition a du mal à trouver ses repères, je vous le concède. Mais ce que je voudrais dire, nous sommes en train de bâtir un Cameroun qui se veut un Cameroun inclusif. Et quand on parle de Cameroun inclusif, il faudrait se dire, on se projette vers un avenir où il n'y a pas de forces asymétriques qui se mettent en présence au sein d'un Parlement. Il faudrait donner la chance à tout le monde. Et je crois que c'est l'enjeu même des prochaines échéances électorales. Et à mon avis, ce qui s'est passé à l'Assemblée ne devrait pas surprendre la politique, puisque les forces n'ont pas changé. Le rapport des forces n'a pas changé. Alors si les rapports de force ne changent pas, vous avez le même résultat. Sortons de ce sujet sur l'Assemblée nationale du Cameroun et le Sénat notamment qui tient sa session du mois de mars avec peut-être cette question sur le fonctionnement de ce bicamérisme-là aujourd'hui. Vous avez le sentiment que le regard extérieur de l'observateur que vous êtes, que ce fonctionnement est de nature justement à faire avancer la démocratie? Bon, l'avancement de la démocratie va de l'intégrité des hommes et de leur souhait véritable de faire bouger les lignes. Mais quand on voit l'assujettissement de la plupart de ces hommes choisis au volet et triés particulièrement, nous n'avons pas le sentiment qu'ils sont au service d'abord des valeurs démocratiques du pays. Ils sont au service d'abord de leur famille politique et de leur clan, aussi simple que ça. On va devoir souhaiter à ces hommes de penser d'abord au Cameroun avant de penser à leur famille politique, parce que le Cameroun est fortement menacé aujourd'hui. Vous parlez beaucoup comme un Camerounais qui a une vision très particulière du développement. On en parlera tout à l'heure avec vos prises de position politiques aujourd'hui qui ont suscité la colère de M. Olivier Billet, qui est le président. Peut-être vous en êtes encore membre de l'UPF. Il est clair que quand vous engagez pour une bataille républicaine, vous sortez des clivages partisans. Très bien, très bien. On reviendra donc là-dessus, mais j'aimerais rapidement quand l'on parle du remaniement ministériel du 2 mars dernier, avec l'éclatement d'un département ministériel de souveraineté. Pour certains, on parle du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, éclaté en deux ministères. D'abord, la lecture que vous faites de ce remaniement ou de ce réajustement. C'est le réaménagement, d'ailleurs c'est l'expression que je cherchais, le réaménagement du gouvernement. Pratiquement 13 ministères ont été touchés à la suite de ces décisions du chef de l'État. Quelle est la lecture de l'homme politique? Écoutez, la gouvernance d'un pays, c'est comme un logiciel. Vous pouvez changer les hommes sur un ordinateur. Si le logiciel est le même, vous avez les mêmes opérations qui se font. Ce qui veut dire quoi? Le gouvernement de la République a un sérieux problème sur la programmation du développement et de l'égalité de chance sur les territoires. Les hommes en question sont toujours les hommes qui obéissent à une redistribution partisane des ressources de la nation, problème qui a engendré les revendications aux 4 coins du territoire national. Donc, qu'on mette Pierre, Paul à tel endroit, pour moi, ça ne change rien. Ce que nous voudrons voir, c'est la reprogrammation du développement en termes de cohérence territoriale, d'harmonisation des espaces de développement et offrir de l'égalité de chance à tout le monde sans être obligé de venir à Bonanjo pour avoir un bon public, par exemple. Ceci dit, je salue l'avènement de ce ministère de la décentralisation et du développement local. Mais seulement, cette inspiration ne saurait
créer les attentes que nous avons, nous, maires, si au sein de ce ministère, il n'y a pas les ressources appropriées. Si au sein de ce ministère, il n'y a pas des textes de la redistribution. Vous êtes dans la spéculation, monsieur le maire. Mais non, pour l'instant, c'est un ministère. La mise en œuvre de ce ministère-là. Il y a ce qu'on dit. Je vous ai dit, je salue l'avènement du ministère. Mais pour l'instant. Mais vous critiquez déjà un ministère dont le fonctionnement n'est même pas encore. C'est pas une critique opérationnelle. C'est une précaution. Si ça va fonctionner comme on le sait, ça s'est fait au Minepat, où on achète les projets, d'accord, où on sous-doit tout, où c'est les plus grands hommes d'affaires qui ont la plus grosse part du budget d'investissement public, parce qu'ils lubrifient bien le système, où les mairies les plus défavorisées n'ont pas accès aux projets d'investissement public, alors on va retomber à la case départ. Moi, je propose, et je l'ai toujours dit, de redistribuer les ressources sur des bases égalitaires et de fixer des objectifs. En dotant, par exemple, 1 milliard de francs CFA à chaque collectivité territoriale, avec des objectifs clairement définis, d'après un schéma de cohérence territoriale établi en termes de promotion du développement économique local, aménagement urbain, construction des infrastructures sportives, construction des écoles, construction de routes, construction des ouvrages d'art, énergie, eau, accès au logement, accès à la propriété foncière, etc., etc. De tels objectifs quantifiés et spécifiques nous éviteraient de rentrer dans la gabégie, le gaspillage qu'on a toujours connu, qui est la source première même de la pauvreté et de l'assistanat dans toutes nos collectivités. Raison pour laquelle, pour moi, un ministère, ce n'est pas juste un label. Un ministère, c'est une programmation du bien-être et de la prospérité. Je vous prends un exemple bête. Si vous allez à Yabassi, vous vous rendez compte qu'en moyenne par jour, il sort 200 grumiers pour aller donner de la main-d'œuvre en Chine, aux 4 coins du monde. Ces 200 grumiers pouvaient atterrir dans un parc à bois aménagé dans le CAM, avec des scieries et des unités de transformation de première, deuxième, troisième transformation du bois, parquet, meubles, tables, etc. Et tous ces jeunes qui n'ont rien à faire seraient en train de produire pour ravitailler les grands marchés, Carrefour, etc., Auchan, et nous serions un territoire label du meuble et des produits en bois. Alors, si vous n'avez pas cette visibilité, il va de soi que quand on crée un nouveau ministère, vous vous dites « wait and see ». Et j'espère que... On parlera tout à l'heure des attentes, justement, de la mise sur pied de ce nouveau ministère-là en charge de la décentralisation et du développement en local. Mais j'aimerais qu'on reste sur ce vaste mouvement observé au sein de plusieurs ministères de la République à la faveur de ces décisions du chef de l'État. On a quand même une réponse à un problème qui était peut-être ponctuel, la revendication formulée par quelques personnes originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous n'avez pas bien accueilli le fait que Navalio soit porté au ministère de l'enseignement secondaire ou simplement ce que les anglophones demandent, ce ne soit pas qu'on pour la Tangandji soit la décentralisation. Pour la Tangandji, nous saluons sa promotion. Ce que les anglophones demandent, c'est pas qu'on leur donne des ministres en plus forcément. Mais ça fait partie des revendications qu'ils évoquaient. Le fait d'être aujourd'hui... Vous êtes ministre pour votre famille. Impliqué dans et vos enfants. Les postes de Un homme est ministre pour sa famille et ses enfants et ses collatéraux. Mais ce que les anglophones demandent, c'est le droit de vivre dignement et fièrement chez eux, dans un confort résidentiel minimum, qu'ils aient accès aux facilités sociales de base, l'eau, l'électricité, la route, etc., qu'ils puissent converser, échanger avec des juges qui comprennent leur langue, qu'ils puissent avoir des professeurs qui parlent leur langue, qu'ils puissent avoir un minimum de respect au sens de leurs valeurs traditionnelles et culturelles. Monsieur le maire, est-ce que ces problèmes n'ont pas été résolus? Je ne pense pas, puisque les routes sont encore dans le même état piteux. L'eau n'est pas la chose la plus partagée dans ces régions. Vous savez qu'il y a un projet qui est en cours d'implémentation. Mais ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet. Mais les financements sont pratiquement bouclés. Hein, tout ce qui est pratiquement bouclé au Cameroun est toujours remis en question. S'agissant des problèmes ponctuels que vous évoquiez, vous avez parlé justement le fait, par exemple, que dans les prétoires de ces zones-là, aujourd'hui, les verdicts ou les décisions soient rendues en version française. C'est un problème également résolu déjà. Bon, écoutez,
Pourquoi vous voulez évacuer justement la question de l'implication des personnes originaires de cette partie du terroir dans les instances de prise de décision avec cette évolution considérable? Voilà, vous me dites qu'il y a des hommes qui disent nous mourrons de faim. À côté de nous mourrons de faim, ils vous disent quand nous allons souvent à l'hôpital, on nous parle en français. Vous dites on a traduit les documents déjà en français, mais ces hommes ont toujours faim. Ces hommes n'ont toujours pas de l'eau. Ces hommes n'ont toujours pas le minimum. Et moi je pense qu'en tant que patron de la République, on peut rapidement prendre des mesures d'urgence en termes de fonds alloués d'urgence à ces régions-là, pour faire rapidement des routes. Parce que les problèmes qui sont dans ces régions ne sont pas identiques aux problèmes qu'on rencontre dans d'autres régions. C'est identique, mais ça a été amplifié par les clivages linguistiques et culturels. Parce que ça a été amplifié par ces aspects des choses, ça demande une situation d'urgence. Parce qu'il ne faut pas laisser le feu dans la maison. Et pour moi, c'est une situation d'urgence et il faut prendre des mesures d'urgence. Et pour moi, je souhaite qu'on prenne un plan d'urgence pour les régions anglophones, afin qu'ils aient le sentiment d'être pris. Donc il faut qu'on superpose, selon vous, des plans d'urgence. C'est le prix de notre unité nationale. On va rester dans le cadre de l'appréciation que vous faites justement de ce réajustement du gouvernement de la République, avec justement cette question que j'allais vous adresser en rapport avec le ministère de la décentralisation et du développement local. Quelles sont les attentes de l'édile que vous êtes par rapport à l'action première des choses de ce nouveau ministère? Nous devons avoir ce qu'on appelle un schéma de cohérence territoriale. Ça veut dire que quand vous entrez dans une ville, si vous avez trouvé des infrastructures sportives dans chaque quartier, basket, volley, etc., vous avez trouvé des centres commerciaux, etc., des espaces verts aménagés, il y a une photo de ville qui répond à peu près à ce que toutes les populations attendent. On devrait pouvoir trouver cela à Bouda, à Tchang, à Yabassi, à Bamenda, etc. Il n'est pas normal que certaines régions aient tout et d'autres rien. Et quand vous construisez une nation sur ces bases, vous fragilisez d'abord les régions défavorisées parce qu'elles vont perdre toute leur démographie et par conséquent ne pourront plus impacter le développement et naturellement ne pourront plus jouer dans l'assiette fiscale comme il faut. Je vous prends un élément simple. Il est de tradition pour les ministres en charge de la décentralisation de dire on a déjà décentralisé la collecte des ressources, la collecte des taxes. Mais j'ai été dans un village à l'extrême nord, qui n'est pas très différent de Yabassi, même si on a un peu plus de bois. À Bogo, par exemple, vous n'avez que des éleveurs de moutons. Quand vous dites au maire de Bogo de collecter la taxe, il va collecter la taxe sur des chèvres et des brebis. Vous pensez que ça c'est de l'égalité de chance? Il va collecter sur des hommes déjà très diminués et appauvris. Ça va représenter combien comparé par exemple à une commune comme celle de Douala-Premier? Vous appelez ça l'égalité de chance? Je dis non. Il faut reprogrammer le développement de nos territoires. Et pour moi, un ministère de la décentralisation et du développement local, c'est un commencement. Et maintenant, il faut mettre le logiciel de redistribution des chances sur tous les territoires, en termes quantifiés, en termes mesurés. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui avait quand même un conseil de la décentralisation? Ce ministère, c'était un ministère de l'Intérieur, version ancienne, qui s'est vu attribuer de nouvelles responsabilités. On ne se lève pas un matin pour faire la décentralisation. C'est une vision d'acteur de développement. Et quand vous n'êtes pas un acteur de développement, vous avez beau le vouloir, vous ne pourrez pas. Qui plus est dans un contexte où les hommes sont accrochés à la cagnotte de la République. Ceux qui ont faussé la décentralisation, c'est ceux qui vendaient les marchés, c'est ceux qui voulaient contrôler l'argent public. Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, l'argent public est à 80%, voire 70% utilisé pour le fonctionnement. Ce qui est un scandale qui n'inquiète même pas les députés à l'Assemblée nationale. Il faudrait arrêter cela, et maintenant. Et c'est ça le sens de la Nouvelle République. Je voudrais qu'on sorte définitivement de ce sujet en rapport avec le réajustement du gouvernement du 2 mars dernier pour parler à présent d'un tout autre sujet, l'opération d'inscription sur les listes électorales. Vous qui êtes maire de la commune de Yabassi, vous vous sentez interpellé
par cette opération d'inscription sur les listes électorales et quelles sont les actions de manière pratique que vous avez posées dans votre circonscription? Écoutez, les inscriptions sont un devoir républicain. Vous avez aujourd'hui le mouvement NOW, mis en place par le bâtonnier Akeremouna, avec des jeunes dynamiques, des jeunes, des hommes, des femmes, etc., qui font du porte-à-porte pour amener les jeunes à s'inscrire massivement. Et je crois que cette dynamique est en cours. Nous souhaitons à ces jeunes de continuer cet engagement patriotique. Monsieur, mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ce que nous faisons. Le mouvement NOW appelle... Qu'est-ce que le maire que vous êtes, dissocié justement de votre adhésion à ce mouvement-là, vous faites pour encourager les électeurs à s'inscrire du côté d'Yabassi? Eh bien, dans toutes mes rencontres, j'appelle les populations à s'inscrire massivement. Vous avez encore le temps de faire des rencontres avec les populations? Je peux vous assurer que... entre deux avions ces derniers temps-ci. Ah non, attendez, il ne faut pas rigoler. Je voudrais dire ceci. Sur chaque kilomètre que je parcours, c'est des stops. Et je m'arrête systématiquement. Et à chaque stop, après les civilités et les problèmes qu'on recueille ça et là, on rappelle toujours à ces gens, inscrivez-vous. Aujourd'hui encore, je rappelais à une jeune petite sœur si elle avait déjà pris sa carte électeur, elle avait dit non. Elle a dit non. Je lui ai dit non, ça te coûte 30 minutes un matin, tu t'arrêtes, il faut le faire. Elle dit j'oublie. Je dis non, il ne faut pas oublier, fais-le pour tes enfants. Parce que si l'école coûte cher, la santé est inaccessible aux plus démunis, il n'y a pas de route, il n'y a pas de possibilité de travailler. Tout cela, c'est parce qu'on a confié la République à des hommes qui ne pensent que d'abord à eux. Il faut remettre le peuple. Vous ne voyez pas votre responsabilité dans la morosité ambiante autour de cette opération d'inscription sur les listes électorales? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment en tant qu'homme politique que votre discours a du mal à passer auprès de la jeunesse? Ah ben non. Je peux vous rassurer que la jeunesse est en phase avec leur maire. Et je voudrais d'ailleurs saluer l'élection du Benjamin de mon conseil municipal comme président départemental du conseil de la jeunesse dans le camp, M. Lambo Charité. D'accord? Quand vous voyez un jeune du conseil municipal, entre guillemets, dit de l'opposition, gagner dans un territoire constitué de 4 circonscriptions administratives, essentiellement acquises, entre guillemets, au RDPC, ça veut dire que aujourd'hui les jeunes ne votent pas le parti, ils votent l'engagement citoyen de ce monsieur. Et en plus, c'est le Benjamin de mon conseil municipal. C'est pour vous dire que nous sommes en phase avec la jeunesse. Monsieur le maire, l'opération d'inscription sur les listes électorales a été lancée depuis le 2 janvier dernier. Il va s'achever au mois de juin prochain. Combien de personnes originaires de Yabassi vous avez réussi à enrôler sur les opérations? Honnêtement, je n'ai pas les statistiques. Il faut aller à l'ECAM. Moi, je n'ai pas de statistiques. Puisque quand ils vont s'inscrire, je suis... Peut-être parce que ce n'est pas assez. Non. Vous n'avez pas réussi à persuader les Camois Je n'ai pas le logiciel de l'ECAM. Je ne travaille pas à l'ECAM. Je peux vous envoyer à l'ECAM. Vous le faites, mais moi, je ne prends pas les statistiques de l'ECAM. Je ne suis pas dans cette obsession de vérifier qui a fait quoi. Je fais mon devoir. Et d'ailleurs, sur tous les plateaux de télé, j'appelle. Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé justement par cette opération d'inscription? Est-ce que ça ne vous préoccupe pas de savoir qu'on a du mal à atteindre, par exemple, la barre des 10 millions d'électeurs jusqu'ici? Il ne faut pas en faire une psychose. Ce qui est important, c'est l'organisation pour la victoire. Quand vous regardez le potentiel électoral, vous estimez qu'on ne doit pas en faire une préoccupation de premier plan? Ce qui fait gagner une élection, ce n'est pas le nombre d'inscrits. C'est l'organisation territoriale de la formation ou des formations politiques. Si vous n'êtes pas organisé, il y aura 12 millions, 15 millions d'inscrits. Vous allez perdre l'élection parce que quand on sera à Meiganga... Est-ce que le taux de participation... Là, vous êtes dans un territoire, dans un terrain purement technique. Et je le dis souvent, vous avez le SDF, par exemple, qui, depuis la nuit des temps, ne couvre même pas 30% du territoire politique. Ce qui veut dire que si on avait 15 millions d'électeurs aujourd'hui, vous n'aurez que 30%, même si c'était acquis au SDF déjà, le territoire couvert par le SDF. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour couvrir les 30 000 bureaux de vote qui assurent l'étendue du territoire et sécuriser toutes ces voies-là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une dynamique républicaine pour arriver à faire fléchir le parti au pouvoir et ses alliés. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est couvrir 30 000
bureaux de vote. Nous y travaillons. Et beaucoup de partis commencent à adhérer à la plateforme et pensent que c'est une action salutaire. Qu'est-ce que ça va concrètement changer, monsieur le maire? Vu que pour l'instant, vous n'avez pas de représentation sur l'ensemble du triangle national. C'est une impression que vous avez. Je crois que vous avez pu voir que nous avons on en parlera peut-être largement. C'est une impression. C'est une impression. De manière détaillée, on va revenir là-dessus. Nous avons fait l'Est. Oui, tout le monde a fait des campagnes. Hein, tout le monde est d'ailleurs en campagne. De manière opérationnelle, ce n'est pas sur un plateau que je vous dirai. Un siège permanent d'une formation politique. Monsieur Sanjo, ce n'est pas sur un plateau que je vous dirai combien de bureaux de vote nous sommes déjà capables de couvrir. Mais nous sommes en progression fulgurante. Soyez rassurés. Sortons de ce sujet pour parler de la paix et de la stabilité. Vraiment, en un mot, je voudrais qu'on sorte définitivement de ce sujet pour parler de cette fameuse plateforme-là. Comment on consolide la paix et la stabilité dans un pays? Oui, dans le contexte camerounais actuel, vous avez des anglophones qui sont traumatisés. Certains appellent à la sécession. Et je crois qu'après avoir subi une gouvernance qui n'était pas républicaine, on peut comprendre leur frustration. Mais ça ne justifie pas la sécession. Le maillon réconciliateur serait un homme issu des régions anglophones aux affaires demain dans ce pays. Ça éviterait l'implosion ou l'explosion. Parce que un président anglophone pourra rassurer ses hommes. Un président anglophone pourra redonner de l'espérance. Un président anglophone pourra démilitariser cette région. Un président anglophone... J'attendais que vous développiez des idées sur le profil. Vous le réduisez, vous le confinez simplement à une appartenance linguistico-tribale. Non, ce n'est pas linguistico-tribal. Mais parce que vous parlez d'anglophone, à aucun moment donné, vous n'avez défini quelles peuvent être, à votre avis, justement, les qualités que requiert une personne qui, justement, prétend abriguer la magistrature suprême. Vous parlez d'anglophone, d'anglophone. Oui, les Camerounais ne vont pas voter pour un anglophone, ils vont voter pour quelqu'un qui a des programmes, qui a une offre politique. Bien entendu. Maintenant, ceci dit, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui a une expertise en matière de gouvernance. Une personne qui a une expertise en matière de lutte contre la corruption. Une personne qui a une expertise en matière de réforme institutionnelle et juridique. Et je crois que ces qualités, ces aspects-là, le bâtonnier Akeremouna les a suffisamment incarnés à travers toutes les institutions dont il a présidé. C'est la raison pour laquelle, bien qu'étant de la société civile, quand il lance cette plateforme, je suis fortement séduit par ces aspects-là. Aujourd'hui, nous devons passer par des réformes institutionnelles fortes qui visent à redonner l'égalité de chance sur tous nos territoires. Mais seulement la tâche est immense. Et parce que la tâche est immense, on a besoin de tout le monde. Tout le monde, au-delà des clivages partisans, religieux, linguistiques, pour donner sa contribution. Et je crois en plus de ces aspects, il a la disponibilité, il a la volonté, il a l'humilité de dire « je mettrai un max de moi-même pour que cette affaire prenne corps ». Parce que, voyez-vous, l'élection de demain va se gagner sur plusieurs plans. Sur le plan politique, naturellement, parce que c'est la finalité, mais vous aurez des bases économiques, juridiques, etc., qu'il faudra prendre en considération. Et on a besoin de descendre sur le terrain, on a besoin des hommes, des femmes, etc., et de tous ces hommes de partis politiques pour faire que la mayonnaise prenne, pour faire ensemble un Cameroun meilleur. Parlons de votre ralliement à la candidature de l'ex-bâtonnier, Maître Akeremouna. Certains disent au Cameroun qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Mais Akeremouna, justement, ce n'est pas une génération spontanée. D'accord. Il a un vécu politique à votre Il a un vécu politique parce que... Suffisamment imposant. Écoutez... J'allais peut-être résumer ma question en une. Il a combien de conseillers municipaux? Il a combien de députés? L'agitation Il a un politique. seul sénateur, à votre avis? L'agitation politique, ce n'est pas... De combien pèse Maître Akeremouna sur la scène politique camerounaise? Je peux vous rassurer d'une chose.
au commencement du SDF, le bâtonnier Akeremouna était de la partie. Il s'est passé un nombre de choses. Il a rapidement déserté cette formation politique pour se des consacrer. Raisons éthiques et morales, il a préféré se confiner dans ses activités les plus fortes pour les... D'où justement ma question, pensez-vous qu'il existe une génération spontanée en politique en Afrique? Vous connaissez beaucoup de personnes qui arrivent comme ça, comme l'homme providentiel et qui réussit à conquérir le pouvoir. Vous en avez connu, vous avez quelques États. C'est un homme organisé et méthodique. C'est un homme d'expérience, de forte culture, je dirais même de plusieurs cultures. Et il a en lui plusieurs vécus politiques sur plusieurs pays. Vous parlez d'un homme organisé. S'il est si organisé que soit, vous arrivez à comprendre qu'il n'est pas mis sur pied une formation politique depuis? À quoi ça sert d'abord? Moi, personnellement, je n'ai pas mis une formation politique. Vous me demandez à quoi ça sert? Non. Je vais rapidement vous répondre. Non, je vais rapidement vous répondre. Il y en a si ça ne sert à rien, qu'est-ce qui peut justifier que le bâtonnier, l'ex-bâtonnier Akeremouna souhaite le soutien d'une plateforme qui réunit plusieurs formations politiques? Je vais vous dire, il y a suffisamment de formations politiques. Déjà, on en a plus de 300. Une formation de trop n'apportera rien. Donc, il faut faire avec les formations existantes. D'accord? On demande aux formations existantes de s'organiser pour une victoire demain. Pourquoi voulez-vous qu'on crée les partis chaque jour? Je vais vous prendre le cas d'une formation politique qui existe depuis très peu et qui a réussi à s'imposer sur la scène politique camerounaise, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Écoutez, c'est au résultat, comme on dit... Ça en parle pas, hein? C'est vérifiable au niveau moi, je juge la politique, du pouvoir exécutif du Cameroun. Très bien. On juge l'arbre aux fruits. Ce n'est pas en écumant les plateaux de télévision qu'on dit qu'on fait de la politique. Pour moi, c'est la... Écoutez-moi très bien. Mais en termes de poids politique, attendez. On est aux antipodes, vous le savez. Nous avons... Vous n'allez pas me dire que vous appréciez votre enfant quand il est sous moyenne. Même s'il étudie chaque jour. Je ne comprends pas l'image. L'image, c'est quoi? Ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est une victoire éclatante sur le plan national. Maintenant, que certains partis aient 2 conseillers, 1 député, ça n'avance pas les rapports de force politique. Ce qu'on demande aux partis politiques, c'est de se mettre ensemble pour inverser les rapports de force. Vous allez changer le type de régime présidentialiste. Je salue le dynamisme du MRC et de tous les autres partis politiques. Mais seulement, les victoires parcellaires et scellées ne font aucun rapport de force avec le parti au pouvoir. C'est pour ça que je dis... Donc pour vous, l'élection, par exemple, législative et municipale du mois de septembre prochain est sans importance? Elle est importante si nous nous mettons ensemble et que nous renversons les rapports de force. Je vous parle ici de rapports de force au sein de l'Assemblée. À partir du moment où il y a des partis politiques qui existent mais qui n'ont pas la capacité de développer sur tous les territoires, nous, ce qu'on apporte, c'est une capacité organisationnelle de faire en sorte que si le MRC, par exemple, est de la plateforme, sur certains territoires, on battra campagne pour le MRC parce qu'ils sont de la plateforme. Et qu'au sein du Parlement, nous puissions faire en sorte que le RDPC devienne minoritaire. La plateforme a pour but de faire gagner dans les échéances législatives municipales de demain à toutes les formations politiques de la plateforme des fiefs politiques et des postes à l'Assemblée nationale. Nous parlerons largement de cette plateforme-là pour la Nouvelle République, mais j'aimerais que l'on s'arrête un tout petit peu sur votre ralliement à la candidature de l'ex-bâtonnier Maître Akeremouna, le président de l'Union pour la fraternité et la prospérité, qui est la formation politique qui vous a permis d'avoir la commune de Yabassi, vous qualifie de traître et parle de filonie politique. Je parle du docteur Olivier Billet. Je lui concède ses égarements. Je crois qu'on parle aujourd'hui de la construction nationale. Si hier j'ai quitté le RDPC pour l'UFP, il n'a pas parlé de ça, pourquoi pense-t-il que partant de l'UFP pour une autre formation, il en serait ici? En tout cas, je lui concède cela. Ceci dit, moi je pense que la plateforme reste ouverte à tous ceux qui retrouvent leurs esprits et constatent que c'est dans l'union qu'on trouvera toute notre force pour renverser les forces politiques actuelles. Comment s'est effectué ce ralliement? Le docteur Olivier Billet indique que dans vos spéculations et dans vos tractations souterraines, vous l'avez rencontré, lui exposant la situation, la vôtre, notamment
à la commune de Yabassi, où vous indiquez d'ailleurs que le principal financier de votre campagne avait désisté pour cette année et que vous n'aviez pas d'autre choix justement que de trouver une nouvelle personne capable de vous aider à ne pas perdre cette commune de Yabassi. C'est comme ça que cela s'est déroulé? Mais s'il le dit, ça veut dire qu'il s'avoue être incapable de gagner une élection. Je suis désolé qu'ils le disent. Je crois que le bâtonnier Mouna... Vous êtes maire de Yabassi, hein? Bah, attendez. Issu de cette formation politique-là, ça veut dire qu'il y a des victoires que vous ne pouvez pas nier. Écoutez, le bâtonnier Mouna, comparé à ce que M. Billet essaye de dire, c'est un homme de valeur qui a gagné plusieurs succès sur l'international, qui a une expertise à offrir à l'opposition camerounaise, et je ne peux pas cracher sur une telle expertise en termes de gouvernance, de lutte contre la corruption et de volonté de rassembler pour faire gagner la République. Le mot loyauté a un sens pour vous? Je suis loyal, j'ai toujours été loyal. Est-ce que vous prenez la décision de rallier une candidature sans au préalable avoir eu l'aval du président de votre formation politique? Vous estimez que c'est de la loyauté? Appartenir à un parti politique, ce n'est pas de l'esclavage. Hein. Et vous dites vous-même qu'il dit que nous nous sommes vus par rapport à ce ralliement. Ça veut dire que je suis un homme transparent, loyal et intègre. Je ne suis pas allé vers Mouna sans l'avoir vu. Mais non, je crois que tous les Camerounais devraient transcender leurs appartenances partisanes pour faire triompher la République demain. Parce que ces enfants qui errent dans les rues, ces enfants qui n'ont pas d'emploi, ces enfants qui traversent à la nage les océans pour aller chercher un abri quelque part dans des terres qui offrent de l'hospitalité, n'attendent pas que nous mettons notre ego en avant. Ces enfants attendent que nous nous resserrons les rangs et que nous marchons tous ensemble vers la nouvelle République. Et c'est ce que j'ai fait. Monsieur et j'invite tous les hommes à le faire. Un opportuniste politique. Écoutez. Votre ralliement à la candidature de Maître Aker Mouna est-elle stratégique ou opportuniste? Elle est purement stratégique parce que nous parlons ici de 30 000 bureaux de vote, de 360 communes, de 58... Ce n'est pas surtout parce que vous avez peur de perdre la commune de Yabassi. Je suis au niveau d'une bataille nationale, vous comprenez? Ce n'est plus d'une mairie dont on parle. Ce n'est pas la mairie qui réformera la République, mais c'est la République qui réformera les mairies. Je suis désolé, malheureusement. Je voudrais vous faire réagir justement à l'image aujourd'hui que garde finalement votre ancien patron, politiquement parlant, évidemment, je parle d'Olivier Billet, qui s'exprimant justement au sujet de votre aliment, indiquait que vous êtes un homme politique, dit-il, sans conviction, qui navigue au gré des vents, mais surtout qui est animé par des impératifs des intestins et de survie, qui est prête à se vendre au plus offrant, prétextant paradoxalement aspirer au changement alors même qu'il n'en est rien dans votre démarche qui traduit une quelconque rupture en rapport justement avec l'existant. Est-ce que c'est une peinture qui vous scie à merveille? Je parle pas. Cette nouvelle approche qu'Olivier Billet a de vous. Ce qui est important, c'est ce que les Camerounais ont de moi. Je ne parle pas du passé. Je parle de l'avenir. Monsieur le maire, parlons de cette coalition. Pratiquement depuis le 15 janvier dernier, vous êtes à la tête de cette coalition qui réunit plusieurs formations politiques. Et on parle également d'une organisation de la société civile. Je vais donner les noms de quelques formations politiques qui aujourd'hui ont choisi de soutenir la candidature à l'élection présidentielle du bâtonnier Aker Mouna. D'abord, je voudrais que l'on comprenne comment naît cette idée de coalition. Mais de la simple logique des combats et des batailles. L'union fait la force. C'est une base stratégique immuable, inaltérable sur tous les temps. L'union fait la force, c'est la capacité de l'homme à se mettre ensemble pour faire triompher certaines valeurs, pour faire triompher certaines idées. Et je crois que beaucoup de personnes, par le passé, se sont mises ensemble pour faire triompher ces valeurs. Et puis, comme j'ai eu à le dire à certaines personnes, aujourd'hui, de nombreux partis ont des qualités, mais très peu de partis ont la capacité organisationnelle et l'humilité de reconnaître que c'est ensemble qu'on va gagner. Et cette humilité-là a commencé par moi-même, en disant, je me mets à disposition pour travailler. Et je crois que j'ai rencontré certains leaders politiques. Au détriment de la position de votre formation politique de l'époque. C'est pas ma famille. Vous êtes un électron libre. Cette façon de faire la politique vous semble cohérent? Je suis avec un vos républicain. convictions? Je suis un républicain et je crois que ceux qui m'ont connu sont fiers de moi. Et je pense que je m'en contenterai.
chaque jour. J'ai essayé de regarder les formations politiques qui constituent la plateforme pour la Nouvelle République, qui a choisi d'investir à l'élection présidentielle d'octobre 2018, l'ex-bâtonnier Maître Akeremouna. On y trouve l'Alliance des forces progressistes d'Alice Sadio. On parle de l'Union des populations du Cameroun, l'une des factions, dit-on. On parle également du Parti national des patriotes du Cameroun, du Front populaire pour le développement. On parle également du Bloc pour la reconstruction de l'indépendance économique du Cameroun, de la coalition citoyenne pour le Cameroun. C'est une organisation de la société civile et du fameux mouvement NAO. Quand je passe en revue ces formations politiques-là qui ont choisi de soutenir la candidature du bâtonnier Akeremouna, j'ai l'impression d'être en face... Ici également. Voilà. J'ai l'impression d'être en face des partis qui n'ont finalement pour simple militants que leur famille. Ah non, ça c'est un préjugé que vous avez sur ces personnes. Je crois que ce qu'on recherche à la plateforme, c'est des hommes disponibles de bonne volonté, qui sont prêts à se déployer sur chaque territoire. C'est pour cela que nous disons, ce n'est pas seulement les formations politiques, la société civile. De combien pèsent ces formations politiques? De leur capacité à faire du porte-à-porte, de leur capacité à susciter des inscriptions, de leur capacité à présenter l'offre politique, de leur capacité à dire le changement c'est maintenant, la nouvelle République. Je reformule ma question, Monsieur le Président. De toutes ces formations politiques, combien ont un maire dans un arrondissement en dehors de vous? Vous avez l'AFP, vous avez également le FPD dans la Damawa, qui ont des conseillers. Et puis bon, pour certaines formations qui ont adhéré, qui ont des conseillers, on préfère les taire parce que je crois que... Je parle d'un maire. Oui, mais je vous le dis très sincèrement. Donc vous êtes l'unique maire qui est issu d'une formation politique que vous avez abandonnée, qui fait partie d'une coalition comme celle-là, où on n'a pas un seul véritable élu à la tête du conseil exécutif. Vous pensez que tout le monde a la capacité de poser les actes que je pose? C'est qu'il faut avoir du courage. Ce qui tue le Cameroun aujourd'hui, c'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur du système, c'est l'incapacité d'assumer ce qui est vrai. Et je dis aujourd'hui aux Camerounais, ce qui vous maintient dans la pauvreté, c'est votre peur de dire non. Et je voudrais dire à tous les Camerounais, et je les regarde dans les yeux, levez-vous comme un seul homme et faites le saut vers la plateforme pour la République. Parce que sans cela, nous allons croupir dans la pauvreté et dans la misère et durablement. Le changement pour la Nouvelle République, c'est maintenant. Vous avez parlé... Il y a des hommes, je ne vais pas les dévoiler, avec qui nous échangeons, qui vous disent, nous ne pouvons pas le faire maintenant, mais nous sommes ensemble. Vous comprenez? Vous avez donc je ne vais pas demander à des hommes de laisser tomber leur masque maintenant, parce qu'ils ont des intérêts à défendre. J'aimerais comprendre votre approche stratégique, celle qui vous a certainement motivé à soutenir la candidature de l'ex-bâtonnier Akeremouna. C'est un homme intègre, c'est un homme éthique, c'est un homme moral, c'est un homme qui a une expertise. En matière de stratégie, j'ai du mal à vous comprendre. Et puis intellectuellement, écoutez. Dans votre philosophie, j'ai du mal à vous suivre. Ce n'est pas une affaire de philosophie, il s'agit ici de patriotisme. Le bâtonnier Akeremouna, c'est un homme intègre, c'est un homme éthique. Quel rapport avec la stratégie, monsieur le maire? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire parvenir au sommet de la République un homme qui peut garantir les valeurs de la République. Et ces hommes-là, on ne les trouve pas chaque jour. À partir du moment où on a trouvé un tel homme. Alors c'est la probité de l'homme qui vous a motivé? Notre capacité à nous déployer sur le terrain. Pour dire quoi? Vous avez un programme politique? Nous avons un programme politique. Je n'ai jamais entendu parler de votre programme politique. Sauf si c'est un programme politique qui est resté dans les tiroirs. Mais rentrez sur les sites 2.37now.com. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des grandes lignes. Vous êtes le président d'une plateforme qui a investi... Nous parlons éducation, nous parlons santé, nous parlons justice, nous parlons équité, nous parlons intégrité. Nous voulons redonner à l'homme sa place dans toute dignité. Au-delà du discours politique, j'aimerais des faits, monsieur le maire, ou alors j'aimerais apprécier... Vous les verrez quand nous serons au pouvoir. Pour l'instant, nous vous disons vers où nous tendons. Parlons, vous indiquez que vous avez une offre politique, même si les Camerounais attendent de voir véritablement cette offre politique. Apparemment, c'est encore dans je vous donne les grandes lignes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Notre offre politique est axée essentiellement sur l'éducation, la santé, vous comptez faire la quoi justice, en matière d'amélioration du secteur éducatif? L'amélioration du secteur éducatif, on a fait la refonte du système scolaire, la reconstitution des ouvrages sur une période déterminée, et on va pouvoir digitaliser naturellement des bibliothèques numériques pour permettre à chaque enfant
de pouvoir, à travers une clé USB, de pouvoir télécharger un ensemble de logiciels et de supports de formation qui ne coûteront pratiquement pas grand-chose à leurs parents. Et ça permettra à tous les enfants, où qu'ils se trouvent, de pouvoir avoir la même offre éducative. En matière de santé, ça va être l'amélioration des plateaux techniques et naturellement la mise en place d'une mutuelle maladie pour permettre aux plus démunis d'avoir les mêmes soins de santé. Mais ceci passe par quoi? Déjà par la création du travail. Le travail qui est la première source de dignité. Le travail qui est la première source de participation et de solidarité. Et c'est par le travail qu'on va donner à tous ces hommes-là la capacité de faire triompher les valeurs de solidarité de la République. Donc, au cœur de notre entreprise, c'est d'abord faire des investissements industriels qui vont générer des emplois durables. Et si on parvient à réaliser ces différents défis en termes d'organisation politique sur le territoire, je suis certain d'une chose. En 2018, le prochain président de la République s'appellera Akerimuna. Vous avez lu le document de croissance document de croissance et de l'emploi? Qui a généré la pauvreté, la misère. Qui a généré des barrages. Je peux vous citer en un point finir. Des barrages qui produisent quoi? Qui produisent et qui seront bientôt opérationnels. Bientôt, ça fait 35 ans. Nous sommes en avril. Hein. Nous sommes en avril. Vous serez certainement invité bientôt, en tant qu'autorité locale. Écoutez, justement à la mise en service du barrage. Le Christ a dit on juge l'arbre au fruit. Vous êtes passé par Bonabéry? Non, j'ai même pas envie. C'est affreux. C'est affreux de passer par Bonabéry. C'est infernal. Vous savez, quand vous m'invitez à... Le port nos profondes de Kribi, son premier bateau. Le premier navire commercial est arrivé au port. Bon, je voudrais voir les opérateurs économiques préférer cette destination pour le débarquement de leurs conteneurs qui doivent arriver à Douala. On verra, on verra. Restons sur l'offre politique justement qui a sans doute motivé votre soutien à la candidature de Maître Akerimuna. Vous avez dressé de manière simple ce que d'aucuns estiment être finalement une pâle copie de ce qui existe. Sur le plan de la santé, vous parlez d'informatisation. Non, pas l'informatisation. Il faut bien suivre. Oui, vous parlez de Il faut bien suivre le système éducatif. Oui. Il va avoir une digitalisation des documents. Ça veut dire qu'un enfant pourra avoir 100 livres dans une clé, par exemple. Vous avez l'impression qu'on n'est pas dans cette dynamique-là? Non, attendez. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez des enfants qui vont à l'école avec des sacs de commando où il y a plus de 30 livres. Un enfant de 5 ans qui porte une telle charge, la déformation sur sa colonne vertébrale, vous imaginez combien d'enfants portent ce fardeau-là? Ça fait même qu'aller à l'école, c'est déjà une charge émotionnelle et psychologique pour un tel enfant. À l'heure du numérique, il est temps que nous passons à autre chose. Ces enfants peuvent se connecter et avoir tout ce qu'ils veulent. La bibliothèque numérique, elle sera mise en place. Et naturellement, nous allons créer des bassins de l'emploi. Il y a tellement de chantiers. Des chantiers de la transformation de nos produits, du bois, du sable, des pierres, etc. Nous allons faire de l'industrie de développement. Nous allons être une république productive et non une république de consommation comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et c'est par la production que nous allons créer. Justement vous reposer la même question. Avez-vous lu le document de stratégie de croissance et l'emploi? Et mieux encore, est-ce que vous savez quels sont les grands axes du plan? Vous me parlez d'un document. Vous connaissez combien d'instruits le Cameroun a créé? Les agropoles qui ferment chaque jour là? Qu'est-ce que vous avez? Vous me parlez d'une histoire qui est c'est-à-dire que le reflet par excellence de la médiocrité, de l'échec. Le président de la République lui-même, attendez, le président de la République lui-même, vous me demandez de me référer à un document qui a généré la souffrance et l'enfer? Tout à l'heure, vous avez parlé de programmation. Eh oui, nous sommes dans une programmation. Pour planifier le développement, je vous ai donné un exemple simple à partir. Ce document n'est-il pas un indicateur justement? Pour moi, c'est un torchon. Ce document, c'est un torchon. Parce qu'il a foutu tous les Camerounais dans la rue à faire la moto-taxi. D'accord? Il faut mettre ce document vite à la poubelle. Parce qu'on peut générer la prospérité avec des bases simples. Je vous ai donné le cas de Yabassi ou du département d'Uncam. Vous avez en moyenne 200 grumiers qui sortent par jour. Nous arrêtons l'exportation de la grume et nous créons des industries du bois de première, deuxième, troisième transformation dans des parcs à bois basés là-bas. Vous allez avoir des jeunes qui vont produire des tables, des chaises, des meubles, du parquet bois, de l'habillement intérieur bois. Vous n'aurez plus ces pacotilles qui viennent équiper nos bureaux. Rien que l'administration publique camerounaise importe
des produits de la Chine, alors que nous avons du bois. Monsieur, je pense que cette approche-là va générer du travail. Nous importons des carreaux, alors que vous avez du sable dans nos fleuves. Nous importons plein de choses. Je prends simplement le cas de la sécurité et de l'autonomisation alimentaire. Nos agro-industries, je ne vais pas citer les industries brassicoles concernées, importent des milliers de tonnes de céréales pour produire cette bière. Je vous parlerai également des provenderies qui importent à suffisance des milliers de tonnes de maïs. Ces productions-là peuvent être faites localement. Nous allons mettre en place un fonds de modernisation agricole qui va permettre aux jeunes de pouvoir dignement et fièrement s'établir en zone rurale et produire. Tous ces aspects-là visent à créer une seule chose, le travail, le revenu digne, la solidarité nationale et naturellement la fierté patriotique d'appartenir à une nation prospère. Si votre candidat a effectivement un programme politique, quelle est l'estimation du projet économique de votre candidat? Écoutez, ce projet économique, pour l'instant, il est évalué par des experts d'après le mécanisme africain d'évaluation des pairs et vous aurez les résultats bientôt. Autrement dit, il n'a pas de programme de société. Si, il a un programme qui est en train d'être évalué par des experts. Donc vous avez mis la charrue avant les bœufs, il est candidat à l'élection présidentielle. On a fait ce programme, et une fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, il se rend compte qu'il n'a pas d'offre politique à donner aux Camerounais. Il faut donc s'engager vers les centres d'incubation, c'est ça? Le mécanisme africain d'évaluation des pairs, d'accord, par les pairs, autant pour moi, c'est un mécanisme axé sur la gouvernance, éthique, etc. On a besoin de remettre le Cameroun sur des bases objectives, pas subjectives, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun, en 35 ans, n'a jamais été évalué. Et ça, c'est un drame pour des hommes qui font de la politique. Tous les pays doivent être évalués d'après les principes du MAEP. Pourquoi le Cameroun, à ce jour, n'a pas été évalué? C'est là où Akerimuna innove. Et aucun parti politique, à l'heure actuelle, n'a fait une évaluation du Cameroun sur la base des principes du MAEP, c'est-à-dire mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et c'est ça l'innovation politique. Chevronné comme vous a pu adhérer à une vision qui est portée par un homme dont la seule qualité politique, c'est d'être un homme honnête. Comment on peut au-delà de l'honnêteté, c'est l'équipe. Vous comptez gérer un pays avec l'honnêteté? Bon, vous savez que derrière Akerimuna, uniquement, je vais vous dire une chose que vous ne savez pas et que vous devez savoir. Derrière Akerimuna, c'est toute une orchestration de génie et de savoir. Je crois que vous avez lu Africa. Incapable de confectionner son programme de société à temps, avant bien même que vous avez lu Jeune Afrique. Sa candidature. Vous avez lu Jeune Afrique. Vous en avez parlé. Je crois que le CRTV en a fait des grosses, je sais pas, des gros documentaires là-dessus, parce qu'ils ont peur de toute la machine qui est derrière l'homme, qui a la capacité de mobiliser autant de savoir, autant de génie dans des secteurs croisés. Et c'est ces secteurs croisés-là qui font la force d'Akerimuna. Il est juste le porteur d'une vision, d'un avenir et d'une nouvelle république. Quand on regarde les formations politiques qui constituent la coalition, je vais rester sur cette question-là parce que je suis resté quasiment sur ma faim. Qui vous passionne? Ce sont des formations politiques engagées. De seconde zone. Engagées, c'est ce qui nous importe. Engagées. Oui. Et nous allons engagés dans leur dans leur biotope, dans leur quartier, écoutez, dans leur petit village, dans leur famille. Il y a des formations politiques qui ont besoin d'être accompagnées. Et nous accompagnons ces formations politiques. Il y a des formations politiques qui ont besoin de la plateforme pour avoir une meilleure visibilité. Et elle est là pour leur donner cette visibilité. Mais ce qu'on vous a dit, ce qui est important, on se serait attendu à retrouver au sein de votre coalition, si c'était une coalition sérieuse pour certains, des partis aujourd'hui qui sont des partis qui comptent sur la scène politique. Le MRC, le SDF, qui font partie des partis qui comptent, des partis, si vous voulez, représentés à l'Assemblée nationale et qui ont donc un poids politique. Vous vous retrouvez avec pratiquement des formations politiques aujourd'hui que certains considèrent comme... Vous êtes dans une logique, comme on dit, d'obsession. Et nous ne travaillons pas par obsession. Nous travaillons par détermination et par conviction. Et ces formations politiques avec lesquelles nous avons des échanges, nous leur donnons le temps de se rendre compte que pour couvrir 30 000 bureaux de vote, nous devrons être ensemble, organisés. Parce que derrière tout cela, il y a une volonté de faire triompher le Cameroun d'abord et pas les partis politiques.
Vraiment, dernière question pour sortir de cette phase d'échange. Vous avez dit que vous avez adhéré à la vision du bâtonnier, de l'ex-bâtonnier à Crémona, par stratégie. Et je vois justement par objectivité. Par objectivité. Parce qu'avec lui, on peut travailler avec des compétences plurielles, venues de plusieurs horizons. Est-ce qu'on peut parler de transhumance lorsqu'on parle aujourd'hui de Jacques Maboula Bouya? Nous sommes en pleine transition et je pense que nous ne parlons pas ici, nous parlons ici de patriotisme. Demain, il faudrait que le Cameroun soit un Cameroun qui offre la même école aux enfants du riche et aux enfants du pauvre. Il ne faut pas citer certaines écoles qui coûtent des millions, inaccessibles aux plus pauvres. Il faudrait que l'hôpital soit accessible à tout le monde, qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y en ait plus qui se soignent par évacuation sanitaire, alors que d'autres doivent attendre sur le banc de l'hôpital. Monsieur le Président, c'est des discours. Ce n'est pas des discours, ça existait. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais encore au premier cycle au lycée Josse. Je suis tombé malade, j'ai fait un accès palustre. Mes parents n'ont pas été au courant. On m'a sorti de l'école, on m'a amené à l'hôpital et on m'a soigné sans que mes parents n'aient été au courant. Je suis rentré à la maison, je leur ai dit que je suis tombé malade et on m'a amené à l'hôpital, on m'a injecté, on m'a donné des comprimés et j'ai commencé à me porter mieux. J'ai suivi le traitement à la maison. Mes parents n'étaient même pas au courant. C'est le surveillant général qui avait fait un billet de sortie et je suis allé au centre médical à côté, vers la garnison militaire là-bas, et on m'a soigné. Ça, c'était la République de l'égalité de chance. Il ne fallait pas que votre père ait un porte-monnaie pour que vous guérissiez. C'est encore possible, parce que la solidarité nationale, elle est morte. La solidarité nationale ne vit plus. Et quand un homme a pris sur lui de diminuer le salaire des Camerounais, il comptait sur quoi? Il n'avait qu'à dire aux Camerounais de rembourser même les salaires qu'ils avaient touchés avant. Parce qu'aucun pays au monde ne l'a fait. Dans quel contexte ça s'est effectué? Ce n'est pas une affaire de Aucun contexte. pays du monde ne l'a fait. Je peux vous dire une chose. Vous voulez dire que le Cameroun est le seul pays qui a subi les plans d'ajustement structurel? Mais pas la baisse des salaires. 50%. Ça a entraîné la baisse des salaires. Pourquoi? Ça a entraîné la baisse des salaires. Les plans d'ajustement structurel n'ont pas qu'affecté le Cameroun dans le fonctionnement. Le prix du pain met toutes les populations dans la rue dans certaines zones. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, pour que le Cameroun se relève, il va falloir relever le salaire. Pourquoi, vous savez? Le salaire, c'est le premier élément d'accélération de la croissance dans une nation. Ce n'est pas en baissant les salaires qu'on accélère la croissance. Et ça, vous allez dans toutes les économies du monde, je vous le dirai. On investit dans une nation parce qu'il y a un pouvoir d'achat. Vous abordez des questions techniques. Je vous relance sur cette question. Vous parliez du salaire. Vous parlez du salaire. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir réel, le pouvoir d'achat, le revenu réel, autant pour moi. Monsieur le Président, vous savez ce qu'on appelle une inflation? Bien entendu. Ça a généralisé depuis sur dans un marché. Si vous augmentez le salaire, vous savez quel est l'impact sur les produits qui sont commercialisés? Voilà ce que vous devez comprendre. Quand vous augmentez les salaires, vous augmentez également les capacités productives. D'accord? En même temps, ce n'est pas essentiellement que le salaire. C'est des variables qu'on coajuste. Si vous produisez suffisamment, il y aura un besoin de main-d'œuvre qui va faire que par ajustement automatique, les salaires vont monter parce que la main-d'œuvre se fera rare. C'est dans cet esprit-là qu'on fait l'ajustement salarial. Et depuis des années, avec les entreprises qui ferment, comment pensez-vous que les salaires ont remonté puisqu'il y a plus de chômeurs? Bien au contraire, les salaires chutent encore de manière fulgurante parce que les entrepreneurs ont la latitude de recruter des maîtrisards à 50 000 francs. Ce qui est un drame et une insulte à l'éducation et à notre système d'éducation. Donc je pense qu'il faut réformer rapidement et maintenant et remettre sur la selle une économie qui repose sur l'homme. L'homme en tant que personne intégrée dans son environnement. Et ça passe par la mise en action de tous les secteurs valorisants tels que l'industrie du bois, de la pierre, etc., la modernisation agricole, la transformation de tous ces produits-là. Je vois les projets structurants, chaque fois que vous citez, je vois les projets structurants, je vois le programme Vous parlez toujours de projets... Attendez. On vous parle d'une économie qui est morte, pas mourante. Je dis l'économie camerounaise est morte. J'essaie simplement de voir la différence qui est entre tout ce que vous énumérez et ce que je suis en train de voir de manière opérationnelle sur le terrain. Le programme Agropole, c'est un programme qui existe et qui vise à relancer le secteur agricole. Qui produit combien de tonnes? Je ne vais pas citer certaines personnes, mais c'est des gouffres financiers. Les projets Agropole, c'est des gouffres financiers. Vous comprenez?
Ce que moi je vous parle d'un fonds de modernisation agricole qui va permettre de générer des bassins de production et de remettre tous ces jeunes qui traînent dans les villes, dans les campagnes, et d'avoir un minimum de 20 hectares par production. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand je vous dis que tout ce que vous me citez là, c'est la source de notre malheur. Et c'est la source même de l'enrichissement en termes de milliards de tous ces hommes qui ont géré ces programmes. Alors pour vous, il faut en attendant que vous évaluez ça, peut-être que ce soit défini dans un programme précis. Tous les programmes au Cameroun ont appauvri le paysan et ces programmes ont enrichi les fonctionnaires. Vous le savez, ce n'est pas un secret. Alors il faut cesser ça. Et c'est ça la Nouvelle République. Sortant de notre phase d'échange sur la plateforme autour de cette Nouvelle République, là, pour vous poser peut-être cette question, vous qui êtes à la tête de la dite plateforme, il y a eu des rapprochements entre les formations politiques ou votre candidat, celui que vous soutenez à la présidentielle 2018, et les formations politiques de l'opposition qui aujourd'hui ont une certaine représentativité, ne serait-ce que dans les instances de décision. Sur ma table, en tant que président de la plateforme, j'ai au moins 10 nouvelles offres d'adhésion par des partis politiques. Je ne sais pas sur un plateau que je vous les dévoilerai. C'est en cours. C'est des partis politiques de famille. Moi, je parle des partis politiques. Je vous parle de partis politiques qui ont une certaine assise. Au sens vous avez le MRC sur votre table, vous avez le SDF sur votre table. Vous êtes militant du MRC apparemment. Je ne suis ni militant ni de l'un ni de l'autre. Parce que depuis le début, en face de vous, c'est simplement de vous poser des questions. MRC. Je pourrais vous citer le PURS également, qui a entamé un rapprochement avec votre formation, en fait, avec celui qui est à la tête de votre plateforme aujourd'hui. La plateforme, ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas une vision obsessionnelle de parti. La plateforme, c'est une plateforme de volontaires patriotes qui disent « We can do it. It is now to do it ». Alors, ces hommes-là s'engagent sur chaque territoire. Il y a des hommes qui sont un peu partout, disséminés, dans le sud-ouest, dans le nord, dans etc. Quand je regarde les formations politiques en général qui constituent la plateforme, ce sont eux qui vont financer leurs déplacements dans les multiples campagnes que vous évoquez, ou vous comptiez tous sur le bâtonnier à Kérémouna? Écoute, nous comptons, justement pour ça que je vous dis, tout le monde ne va pas se dévoiler. Il y a des hommes qui agissent dans l'ombre, qui ne veulent pas s'afficher. Et ces hommes-là, nous donnerons le coup de pouce nécessaire. On sort donc de ce sujet autour de la mise sur pied de cette plateforme pour la Nouvelle République pour parler du maire que vous êtes à Yabassi, la commune de Yabassi qui est située dans le département du Cam, l'un des 4 d'ailleurs de la région du littoral. On va faire rapidement, c'est peut-être compliqué, mais on va essayer de le faire autant que faire se peut. Est-ce que vous avez l'impression que votre bilan aujourd'hui à la tête de cette municipalité vaut que vous souhaitiez un autre? Écoutez, je crois que vous deviez aller à Yabassi, poser la question aux populations. Je suis largement satisfait. Parce que quand vous avez pu faire un plaidoyer aussi fort, patriotique et républicain pour la route de Yabassi, et que le président ait donné son accord pour ce projet, vous pouvez en être satisfait. Mais quand en plus dans une localité... Vous en êtes l'initiateur? Bien entendu. Je ne savais pas que les maires avaient cette prérogative. Ils ont une capacité de faire des propositions. J'ai fait l'avant-projet détaillé de cette route qui a été transmise à la présidence de la République et nous avons eu un accord favorable. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur la vie au quotidien des Yabassiens, une ville qui n'a presque jamais de lumière. J'en sors, ça fait 10 jours aujourd'hui, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie à Yabassi. Nous avons quand même pu créer des points de recueillement quand il n'y a pas d'énergie par des lampadaires solaires. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et les gens ont la possibilité, les étudiants surtout, de venir lire sur ces lampadaires-là. Donc, je vous dis, quand vous avez fait de telles choses, c'est appréciable. Nous avons refait certaines routes, créé des ponts, créé des écoles, etc., des centres de santé. Je crois que nous avons fait quelque chose que les Yabassiens disent d'extraordinaire. Vous souhaitez l'empiler à la tête de la commune de Yabassi cette année? L'avenir appartient à Dieu. J'aimerais qu'on reste justement sur cette commune de Yabassi et je veux vous faire commenter une image. C'est une vidéo en réalité. Votre prédécesseur à ce fauteuil était également un originaire de Yabassi. Ouais. Il s'agit de l'honorable Gaston Komba. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il disait justement sur nos antennes dans le cadre de cette émission en rapport avec la commune de Yabassi et vous allez réagir. Regardez. Yabassi. Du Yabassi, je veux dire. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bien sûr. Vous pensez vraiment... Vous savez, c'était une situation conjoncturelle qui était liée à un mauvais casting dans la liste RDPC qui a été proposée.
Il y a eu beaucoup de signaux. Non. Et malheureusement, on n'a pas voulu prendre en compte ces signaux. C'est toujours ce que j'appelle l'interventionnisme d'un certain nombre de personnalités. On ne laisse pas la base se constituer. Et comme la base ne s'est pas reconnue en la liste, les choses, et vous savez que les populations aujourd'hui sont devenues beaucoup plus regardantes, beaucoup plus versatiles vis-à-vis des choix qu'on leur impose. Donc vous faites ça veut dire que... Voilà, on revient rapidement dans ce studio justement avec cet extrait de l'honorable Gaston Komba qui, de manière simple, nous confirmait que cette année, la commune de Yabassi sera RDPC. Nous on dit la présidente de la République sera à Kérémouna. On sort de cette phase d'échange sur votre bilan, justement, à la tête de la municipalité de Yabassi, qui se poursuit en attendant la convocation du collège électoral, pour rapidement, grâce à la réalisation, diffuser quelques images, évidemment, de personnalités que vous allez commenter. Et on va certainement prendre la première image rapidement, grâce à la réalisation, la première image. Visiblement, quelques difficultés avec cet élément. Voilà. Vous vous souvenez de cette image? Oui, là, c'est le maire de Beyrouth. Nous faisons les échanges de cadeaux. Il m'a offert les clés de la ville de Beyrouth et le symbole de la ville de Beyrouth. Et moi, je lui ai offert un éléphant en bois de Yabassi, en ébène. Prochaine image. Oui, là, nous sommes au Hilton Hotel à Paris, en séance de débriefing sur toutes nos descentes. Et nous échangeons avec l'équipe de travail. Prochaine image. Là, c'est également l'équipe de travail en fin de journée. On a pris des photos avec Georges Bignème, le président du parti politique Le Cameroun Nouveau, qui a adhéré à la plateforme pour la Nouvelle République. Et donc, c'était pour immortaliser cet instant. Prochaine image. Le professeur Maurice Kamto, que je salue et que je respecte pour avoir eu des échanges avec lui. Je crois qu'avec son collègue bâtonnier, ils ont des échanges au haut niveau que je souhaite voir aboutir dans le sens de faire triompher. Donc vous confirmez qu'il y a un rapprochement entre eux? Oui, bien entendu, c'est des hommes qui ont échangé. Ils échangent. Je crois que rien n'est statique, tout est dynamique. La prochaine image. Là, c'est Joshua Oshi, c'est d'abord un ami et actuel candidat du SDF, promoteur d'un projet dans l'ONCAM également, Agropole. Donc, vous voyez venir ce positionnement au sein de sa formation politique? Oh, je crois qu'il me le disait par petite histoire. Je crois que j'étais au courant de sa dynamique. Bon, donc, maintenant, ce qui est important, ce n'est pas le parti, c'est la République maintenant qu'il faut faire triompher. Prochaine image. Docteur Olivier Billet, j'espère qu'il va vite se rendre compte que l'union fait la force. Vous regardez aujourd'hui en chien de faïence? Pas du tout. La haine, ce n'est pas mon propre. J'ai toujours été sympathique avec tous ceux qui m'ont connu. Et je crois que des valeurs telles que l'union fait la force devraient primer. On ne devrait pas se renfermer dans des clivages partisans. Il faudrait transcender cela pour faire triompher la République. Parce que quand un enfant n'a pas eu son repas au coucher du soir, il ne demande pas ça à un parti, il demande à toute la nation. Je n'ai pas mangé. Et ça doit retentir dans la conscience de tout homme politique. Tant qu'il y a des hommes, des femmes et des familles qui n'arrivent plus à faire 3 repas par jour, que certains doivent se nourrir au compte-chaf ou bien avoir du pain beurre en fin de journée, je pense que c'est un drame républicain. Dernière question pour terminer cette phase d'échange avec vous, monsieur le maire de la commune de Yabassi. Au regard de la constitution de la plateforme pour la Nouvelle République et les formations politiques qui ont adhéré à, dit-on, la vision de l'ex-bâtonnier maître Kérémouna, certains se sont permis de dire que cette plateforme, en réalité, c'est une plateforme pour la fortune et le positionnement. La fortune? Vous voyez la fortune où? Bon, je vous laisse libre de vos déclarations. Mais ce n'est pas la fortune. Moi, et le positionnement? Positionnement, je ne pense pas. Je crois que c'est une plateforme de travail.
Parce que la tâche, elle est immense. 30 000 bureaux de vote, 360 communes, 58 départements. Seul, vous ne pourrez pas. Je crois que c'est d'abord une plateforme de travail opérationnelle. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Si je vous dis le nombre de personnes que je reçois qui veulent adhérer à la plateforme, ça me demande de l'énergie, du temps. Et parfois même, ça se fait à l'insu d'Akeremouna. Dans tout le littoral, quand je passe, c'est des gens qui veulent me stopper. C'est des gens qui m'arrêtent dans un vol. C'est des gens qui m'arrêtent dans un bus. Je dois m'arrêter pour donner suite à leurs réponses. Je dois m'arrêter pour échanger avec eux. C'est immense comme travail. Nous avons besoin de tout le monde, y compris vous, M. Sanjo. Il se dit qu'on voyage beaucoup quand on est aux côtés d'Akeremouna, c'est vrai? On voyage pour des séances de travail. Et parce que le Cameroun, ce n'est pas un mouchoir papier. Le Cameroun, c'est tout un territoire immense. Donc, on a l'obligation de se déplacer pour faire les 10 régions, les 58 départements, les 360 communes. Et oui, nous travaillons en voyage. Je parle des voyages à l'extérieur, à l'étranger. Non, on a fait un seul voyage à l'étranger jusqu'à ce jour. Attendez. Merci, monsieur le maire de la commune de Yabassi, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation pour cette autre livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Je rappelle aux téléspectateurs que depuis le 15 janvier 2018, vous êtes en effet à la tête de la plateforme pour la Nouvelle République qui réunit plusieurs formations politiques et qui a donc choisi de désigner l'ex-bâtonnier Akeremouna comme candidat à l'élection présidentielle 2018. Merci d'avoir fait le déplacement de LTM. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire à tous les Camerounais, le travail, la dignité et non la charité, l'assistanat. Nous pouvons repartir le Cameroun sur de nouvelles bases qui offrent une égalité de chance, la solidarité, un confort citoyen à tout le monde. Et c'est cela la Nouvelle République. Inscrivez-vous et votez massivement parce que la Nouvelle République, c'est maintenant. Vous êtes déjà en campagne. Vous êtes déjà en campagne, alors que le collège électoral n'est pas convoqué. Mais merci d'être venu. En tout cas, on a pu échanger et comprendre vos motivations autour justement de la mise sur pied de cette plateforme et votre ralliement à la candidature de l'ex-bâtonnier. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision du monde ce mardi. Bonne suite des programmes. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver mardi prochain avec un autre invité. Bien le bonsoir.